Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Fonds forestier national. On en a toujours entendu parler, mais pas à fond. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, dans cette émission, ce nouveau numéro de votre magazine environnemental, Top Vert, en parler des fonds forestiers national, FFN en abréviation, parler de ses missions, parler aussi de ses réalisations. Mais mieux pour connaître ce fonds forestier, nous avons choisi de recevoir dans ce studio le directeur général de ces fonds. Il s'agit de monsieur Honoré Moulumba Kalala. Il est docteur. Je vais le présenter brièvement. Myriam, vous allez continuer. Bonjour en passant. Bonjour Gino Rema. Bonjour à notre invité et à tous les auditeurs et téléspectateurs. Alors, notre invité, c'est monsieur Honoré Moulumba Kalala, comme je l'ai dit tantôt. Il est expert en environnement et assainissement. Il est docteur en médecine naturelle et alternative et cancérologie naturelle. Alternative, bien sûr. Il est spécialiste en technique d'enquête sociale, architecte d'intérieur et pour couronner les tout, il est homme de Dieu, il est donc pasteur. Bonjour, monsieur le directeur général et bienvenue à Top Congo FM. Bonjour madame, merci beaucoup. Iraghi, une fois de plus, bonjour. Bonjour Gino. Bonjour à vous, chers auditeurs et pourquoi pas téléspectateurs parce que vous nous captez aussi sur YouTube dans le cadre de cette émission. Alors c'est parti. Monsieur le directeur général, avant que je n'accorde la parole à Iraghi pour compléter un peu votre présentation parce que les CV nous l'avons lu. En tout cas, si nous devons nous éterniser dessus, je pense qu'on n'aura pas abordé la matière prévue pour aujourd'hui. Parlez-nous du FFN. C'est quoi? Le FFN, c'est donc le Fonds forestier national dont nous avons la tutelle au niveau du ministère de l'Environnement et Développement durable. Voilà, si vous voulez, en bref, le sens du mot FFN. Donc, c'est seulement le Fonds forestier national. Vous faites quoi? Quelles sont vos missions? Voilà, le Fonds forestier national que j'ai le privilège de diriger est un établissement public de l'État, comme les autres établissements publics que nous avons ici au pays. Et parlant du Fonds forestier, justement, il existe un décret depuis 2009 organisant le fonctionnement, si vous voulez, de cet établissement public. Et si je me rappelle très bien, c'était l'ancien Premier ministre Muzito qui avait donné ce décret. Mais ce qu'il faut insister, informer ici, c'est que pendant plus ou moins 11 ans, le FFN n'était pas dirigé par un directeur général comme le décret le demande, mais le FFN était dirigé par des chargés des missions, c'est-à-dire des personnes qui étaient choisies par la tutelle ou par les ministres de l'environnement. Et donc, vous comprenez que on peut dire qu'à ce moment-là, le FFN était directement considéré comme une direction de l'environnement, alors que le décret dit autre chose. Mais justement, lorsque le président de la République a pris le pouvoir et a voulu que le secteur environnemental, surtout par rapport à la forêt, puisse travailler conformément au décret, il a décidé pour la première fois de nommer, par ordonnance présidentielle bien sûr, un conseil d'administration dont je fais membre comme administrateur, mais surtout un directeur général, je suis dans le premier, et associé à un directeur général. Depuis quelle année comme ça? Depuis 2020, septembre 2020. Et donc, à partir de ce moment-là, le FFN cessait, entre guillemets, d'être une direction du ministère de l'Environnement et devenait exactement, comme le décret l'exige, un établissement public. Et donc, à ce jour, le FFN, qui est une banque forestière, malheureusement pas comme la banque forestière
du Brésil qui compte des milliards de dollars, mais banque comme une institution qui finance, n'est-ce pas, le reboisement, je vais y arriver. Et donc, à partir de ce jour, le FFN a une autonomie administrative, financière et technique, mais sous tutelle du ministère de l'Environnement. Voilà, si vous voulez, en quelques mots, ce que c'est le FFN. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? Tu veux parler de la mission? Je crois que le FFN a beaucoup de missions, mais enfin 4. Et la première mission, c'est financer les opérations de reboisement et également financer, si vous voulez, les opérations de l'aménagement forestier. Mais il y a également le contrôle et le suivi, ou si vous voulez, l'évaluation. Et donc, nous avons en notre sein le devoir de financer les projets de reboisement pour, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle l'afforestation et le reboisement, qui est aussi, n'est-ce pas, une solution par rapport à la problématique du changement climatique ou du réchauffement climatique. Et donc, nous le faisons. Et là, j'aimerais bien vous dire que lorsque nous sommes arrivés au Fonds forestier comme directeur général, il n'y avait que 2 à 5 projets, s'il vous plaît, qui étaient financés. Alors, 1 à 5 projets. 2 à 5. 2 à 5. Et aujourd'hui, vous en êtes à combien? Aujourd'hui, on peut parler de 171 projets depuis que nous sommes là. C'est quand même un exploit. Et ce lundi passé, nous venions de déposer encore 9 projets au sein du conseil d'administration pour approbation et sur 278 projets, bien entendu. Mais nous continuons à recevoir autant de projets et espérons que nous allons les financer si nous avons tous les moyens. Voilà tout. Et quels sont ces projets-là? Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Les projets financés par vous, depuis que vous êtes là, vous nous parlez des 171 projets déjà financés par les FFN. Quels sont ces projets-là? Est-ce que c'est connu du public? Mais comment vous pouvez demander si c'est connu du public? Parce que le projet n'est pas financé par Honoré Moulumba comme individu. Les projets FFN, sont bien sûr, financés par la structure Fonds forestier national. Comment ça se passe? Il existe, si vous voulez, le manuel de procédure qui donne les conditions, n'est-ce pas, qui peuvent permettre à une ONG de recevoir ou d'être financée. Et il faut par exemple avoir votre propre site ou un terrain qui vous appartient, en collaboration avec la communauté locale qui doit accompagner votre projet. Il faut avoir le statut, le règlement intérieur, tous ces documents qui prouvent que vous êtes réel et vous êtes sur terrain. Et cette année, nous évitons toutes ces ONG de mallettes parce qu'il y a des gens qui ont pris l'argent, qui ont des documents, mais qui n'ont pas de bureau. Quand on arrive, il n'y a pas de bureau. C'est pourquoi je parle des 9 projets sur 278 parce que c'est très délicat. Mais parce que vous posez une question assez taclée, c'est-à-dire il existe ce que nous appelons le protocole de financement. C'est-à-dire, lorsque vous avez un terrain, que ce soit dans le Grand Katanga, Chopo, n'importe où, lorsque nous considérons, ou nous visitons, ou nous contrôlons, et nous voyons que réellement vous avez un terrain... Vous réunissez les conditions? Vous réunissez les conditions qui sont dans le manuel de procédure. À ce moment-là, nous prenons ce projet, évidemment, qui vont à la direction technique. Et donc, la direction technique s'occupe des études approfondies sur le projet parce que depuis plus de 15 ans, c'est eux qui traitent. Donc, c'était pas le directeur général qui traite, mais il existe toute une structure qui traite, qui regarde, qui vérifie. Mais alors, après cela, maintenant, ils peuvent présenter au directeur général pour dire, voilà, telle ONG est en règle et telle autre ne l'est pas. C'est à ce moment-là que je demande à mon cabinet de revérifier encore pour voir si ce que la direction technique a dit est vrai. Et je ne suis pas obligé d'être en contact avec les ONG, sauf s'il y a une urgence quelconque. C'est la raison pour laquelle, pour des raisons de transparence, des raisons de bonne gestion et de bonne gouvernance, il existe sur les 171 projets dont je vous ai parlé, ce que nous appelons le protocole de financement, où on vous dit clairement que lorsque vous avez de l'argent, après 3 mois, vous devez revenir faire le rapport du travail que vous avez
exécuter. Et puis après, nous entrons dans la troisième phase de notre mission qui est le contrôle. C'est-à-dire on descend sur le terrain pour voir si justement cette ONG a effectué, que dis-je, a exécuté, n'est-ce pas, le projet. Bien entendu, il y en a qui n'exécutent pas bien, il y en a qui ont plusieurs raisons. Il y a, tantôt c'est le feu, tantôt on a dit, très délicat. Et je peux avouer ici que tout le monde n'a pas très bien fait le travail, mais nous sommes en mesure de continuer à faire le contrôle. Vous savez, nous avons 26 provinces et il faut beaucoup d'argent pour aller dans ces provinces et faire ce contrôle. Ça demande encore un financement. C'est de ça moyens qu'il faut. Mais ma question, c'était beaucoup plus de savoir ce qui a été réalisé. Il y a également, si vous permettez, il y a également l'avis favorable qui est donné par le ministre de l'Environnement, actuellement le ministre d'État et ministre de l'Environnement et Développement durable. Donc, cet avis favorable est important pour une ONG qui veut justement le financement. Mais si l'avis favorable traîne pour des raisons valables ou administratives, les gouverneurs en province peuvent avoir un terrain qui est réel, qui est normal, parce qu'ils reboisent même sans nous. À ce moment-là, nous allons voir par rapport à la jurisprudence si on peut financer ou pas. Mais en principe, il faut avoir cet avis favorable pour respecter les textes et la loi. Voilà tout. Je voudrais revenir un peu insister sur la question de Gino Rema qui parlait tantôt par rapport à sa question. C'est celle justement de savoir concrètement. Parce que vous avez la mission, vous avez dit contrôle, suivi, évaluation aussi, pour des projets que vous financez. Jusque-là, sur les 171 projets, notamment les projets qui ont commencé depuis bien longtemps, est-ce que votre avis sur certains d'entre eux, concrètement, parce que le reboisement, c'est vrai que ça prend du temps, mais il y a aussi moyen d'évaluer par rapport au début pour voir que non, tel projet, vraiment, ça va porter des fruits. Est-ce que vous avez des projets pour lesquels vous avez été quand même satisfait? Mais bien sûr, il y a des projets, par exemple, dans le Grand Katanga, où j'ai voyagé plusieurs fois, Kambové, je sais pas, Likasi, vers Kipushi, Kasaï oriental, un peu la Chopo, nous vérifions encore, dans plusieurs provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, où nous avons visité les projets, où j'ai tâté moi-même, j'allais dire palper des arbres qui sont déjà à 8 mètres. Il y a des gens à encourager qui ont vraiment travaillé. Mais quelles sont ces structures-là? Si vous pouvez quand même nous les citer. Mais je ne peux pas vous donner le nom des structures comme ça. Il y en a innombrables. Je vous donne les provinces. Je vous donne les provinces. Actuellement, nous avons, n'est-ce pas, la Cour des comptes qui est là, qui est en province d'ailleurs, en train d'aller visiter également. Donc le DG vous donne les situations, les provinces. En général. Mais la direction technique peut entrer en détail, tatillonner et vous dire tel endroit, Moussochi, tel kilomètre, tel hectare. Voilà. Donc, le FFN est présent dans les 26 provinces ou bien ce sont les 16 et comment ceux qui soumissionnent les projets, c'est toutes les 26 provinces ou bien il y a des provinces spécifiques que Non, le FFN est dans 16 provinces et n'est pas dans 10 autres provinces. Nous en parlerons tout à l'heure et nous dirons le pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais lorsque nous finançons, nous le faisons même dans les provinces qui ne sont pas les 16 parce que la République démocratique du Congo a 26 provinces, dont nous avons le devoir de financer même ceux qui n'ont pas les antennes du FFN. Et c'est là encore une difficulté parce que si, par exemple, vous êtes dans une province où nous ne sommes pas comme le Kasaï oriental, le Kasaï occidental, si vous voulez, Moueka par là, et nous ne sommes pas là. Nous avons fait une tournée il y a 2 ans pour ouvrir, n'est-ce pas, des antennes là-bas. Nous attendons la réponse de la tutelle parce que c'est là, doit être une réalité. Mais enfin, même si le FFN n'est pas là comme antenne, mais lorsque nous faisons les programmes de suivi d'évaluation, nous allons dans ces provinces pour constater. Mais les gouverneurs nous aident beaucoup parce que chaque gouverneur collabore avec nous et vérifie si tel a fait le travail ou pas. Et c'est ça le secret que beaucoup d'ONG ne comprennent pas. À travers le gouverneur ou à travers le gouvernorat, nous pouvons détecter et savoir cette ONG n'a pas bien travaillé, l'autre a bien travaillé. Nous avons plusieurs services de l'ANER, services spéciaux, qui nous aident, qui descendent sur place pour dire
tel qui a pris l'argent n'a pas payé. Mais enfin, nous ne sommes pas la police. Nous allons toujours continuer à descendre, à encadrer les gens pour leur dire, vous avez obtenu de l'argent, vous devez continuer à travailler. Alors, Monsieur Honoré Mouloumba, aujourd'hui, je pense que vous avez conscience que vous êtes à la tête d'une structure qui est capitale par rapport à, vous l'avez dit tantôt, les changements climatiques. Et lui-même expert en assainissement et salubrité, conservation de la nature, eau et forêt. Vraiment, avec beaucoup de casquettes, vous avez vraiment sillonné pratiquement tous les domaines de l'environnement. Et aujourd'hui, on parle de la RDC comme pays solution, forte de ces forêts qui sont en grande quantité. Alors, la question, c'est celle de savoir, ce projet, 1 milliard d'arbres, c'est de ces projets dont il s'agit, le projet du chef de l'État, lancé il y a quelques années, normalement, qui devait, si ma mémoire est bonne, c'est clôturé en 2023. Est-ce que c'est un projet que vous avez porté, vous? Et si oui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Puisqu'il faut évaluer. Et ça relève vraiment de quel niveau, à quel niveau ces projets-là étaient réellement ou est réellement portés? Et réalisés, en fait. Les réalisations aujourd'hui. Je comprends très bien votre souci. Je voudrais rappeler encore une fois ici que le programme 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 était, parce que nous parlons un peu du passé proche, était le programme du président de la République, chef de l'État. Point barre. C'est lui donc qui a finalement eu cette vision, qu'il a présentée, n'est-ce pas, au Conseil des ministres et partout, et même à 2-3 reprises devant, n'est-ce pas, l'ONU, ou si vous voulez, les Nations Unies, pour déclarer cela. Et donc, lorsqu'il l'a fait, il n'a pas voulu garder ce projet à lui-même. Il n'a pas voulu s'en approprier. Il a donc légué, ou il a donné, ou il a remis, n'est-ce pas, ce programme au gouvernement qui devait continuer à faire ce travail. Et donc, tous les ministres d'environnement qui devaient, n'est-ce pas, être à ce moment-là au Conseil des ministres, comme son Excellence Monsieur Claude Nyamugabo, qui était le Premier ministre, qui était le ministre de l'Environnement, que j'avais trouvé à l'époque, qui a porté ce travail, avec qui nous avons voyagé à beaucoup d'endroits et qui a fait un très grand travail, il faut l'avouer. Et donc, je veux dire que ça a été légué au ministère de l'Environnement. Et actuellement, c'est notre tutelle, la ministre d'État, Madame Eve Bazaïba, pour ne pas la citer, ministre de l'Environnement et Développement durable, qui devait porter cette charge, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez que le programme qui était celui du président de la République était légué au gouvernement. Mais oui, c'est la vision et puis la mise en exécution. Bien sûr, la mise en exécution, c'était le gouvernement. Mais bien entendu, parce que le FFN, qui a une mission, ou la mission de financer les opérations de reboisement devait aussi entrer en danse. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui que la charge totale de ce programme d'1 milliard d'arbres devait revenir au fonds forestier. Mais parmi les 171 projets financés, il y a ceux qui sont... Mais j'arrive. Nous avons fait une étude très importante au niveau du fonds forestier national il y a 2 ans pour savoir quel est le montant qu'il fallait pour que ce programme devienne une réussite. Et nous sommes allés à plus de 750 millions. Je ne vais pas entrer en détail pour que ce projet se fasse. Et donc, vous comprenez que, en dehors du gouvernement et des structures, ou des établissements publics comme le Fonds forestier, qui avait financé 171 projets, ne pouvait pas atteindre ce montant. C'est comme ça que Madame la ministre d'État s'est organisée avec plusieurs organisations pour que ce projet devienne une réalité. Donc, il n'y a pas eu que le FFN, il y a eu l'Union européenne, il y a eu des privés, il y a eu des ONG indépendantes qui ont, dans la masse, travaillé pour accompagner le chef de l'État, n'est-ce pas, dans ce programme. Mais parce qu'ils sont congolais, tout cela entré dans le cadre du programme de renforcement de capacité pour que le projet devienne une réalité. Et donc, au mois de novembre passé, de l'année passée, si vous voulez, Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a présenté ce programme, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement, j'allais dire au niveau du Conseil des ministres. Et donc, lorsqu'elle présentait, c'était clair. Elle a présenté les réalisations. Il a présenté les réalisations,
à plus de 80% et avait dit que vers le 5 décembre, on allait atteindre les 100%. Mais enfin, après cela, l'objectif était atteint. C'est la raison pour laquelle il y a eu 1 milliard d'arbres l'objectif était atteint. Ah, donc on a eu 1 milliard d'arbres plantés. L'objectif était atteint. Ici, je vous dis que Madame le ministre d'État a présenté cela au Conseil. Le Conseil a pris acte. L'objectif était atteint. Et comme preuve, au mois de décembre, le chef de l'État, j'allais dire le président de la République, devant les 2 chambres, n'est-ce pas, du Congrès, le Sénat, si vous voulez, à l'Assemblée nationale, avait présenté ce programme pour dire qu'il était content de voir que le programme d'1 milliard d'arbres était une réussite. Donc, à partir du moment où ma tutelle, qui est la ministre d'État et ministre de l'Environnement, présentait ce programme au Conseil des ministres en expliquant l'évolution, et à partir du moment où le chef de l'État présenter cela devant le Congrès ce matin, je ne peux rien dire encore. Mais ce que je peux ajouter, c'est que le FFN a contribué efficacement, et là je suis très sérieux, efficacement, avec des preuves, des photos. Alors que je vous parle, la Cour des comptes est à Lubumbashi, je crois, je ne sais pas si elle va aller partout. Nous avons quand même travaillé. Mais écoutez, on ne peut pas parler de la perfection pour dire qu'on a tout fait. Il peut y avoir des ratés, ainsi de suite. Mais nous avons travaillé pour accompagner sérieusement le ministère de l'Environnement, ce projet. Voilà ce que je peux dire à ce sujet, sans contredire. Vous n'avez pas ajouté, vous n'avez pas à contredire. Moi, je ne sais pas, je n'avais pas vraiment vu les réalisations là, surtout à Kinshasa, parce que je vis à Kinshasa. Je ne sais pas là où on les avait plantés, peut-être un peu plus loin. Tu vas à Malukoto le jour encelé, tu vas contrôler, tu fais notre mission déjà? Non, je ne suis pas en train de faire la mission de contrôle. Je parle de ce que je devais, moi, savoir, parce que je suis quinoise. Et Myriam connaît, parce que des fois, elle nous accompagne. Elle n'a peut-être pas tout vu. C'est vrai que Myriam, que vous avez vu 500 milliards, la moitié de ce qui a été planté. C'est pas un problème, hein. Si les missions ont été réalisées. Je voulais seulement vous dire que je ne suis pas ici comme membre du gouvernement. Je ne représente pas la présidence de la République, ni encore le président. Je ne suis pas porte-parole ici. Je parle du FFN qui a contribué. Ça, c'est très important. Je reviens sur les contributions, puisque vous venez d'en parler. Alors, vous avez dit vous financez, c'est ça la mission, vous financez les opérations de reboisement. Mais d'où est-ce que vous tirez les moyens, les revenus pour financer? Comment vous mobilisez vos recettes pour atteindre vos aspirations? Vous êtes fâché contre moi ou quoi? Mais calmez-vous. Mais je suis venu pour ça, justement. Non, on n'est pas fâché. Voilà. Le FFN a des ressources, justement, en dehors de subventions de l'État que nous n'avons jamais eues depuis que je suis là. Peut-être parce que nous sommes ce qu'on appelle compte spécial, mais il y a également des legs que nous n'avons jamais eu, pas un seul don d'$1. Depuis 2020. Depuis que je suis là, pas $1 du gouvernement, pas $1 comme don, pas $1 comme legs. Mais et comment vous fonctionnez? Voilà, justement, nous fonctionnons parce que nous sommes venus amener le managérial, nous sommes venus apporter ce qu'on appelle le management, c'est-à-dire la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Mais au-delà de ça, nous avons quand même 4 taxes dont je vais parler tout à l'heure. Et la première taxe, c'est la taxe de déboisement, qui est payé par des miniers, par des pétroliers, par ceux qui sont dans la cimenterie agro-pastorale. Et en réalité, lorsqu'on parle de la taxe de déboisement, c'est lorsqu'il y a délocalisation de sol. Il ne s'agit donc pas seulement de la coupe d'arbres. Il s'agit de même quand vous voulez construire votre maison. Au Brésil, avant de construire votre maison, il y a l'étude d'impact environnemental, il y a les services des experts en urbanisme. Ces études sont faites par l'Agence congolaise de l'environnement. Ah, c'est très bien. Donc, vous êtes avec moi. Donc, il y a toutes ces études-là, mais il y a aussi le fait d'avoir rasé, d'avoir seulement délocalisé le sol. En principe, on devait payer. Le Fonds forestier devait être l'entreprise la plus riche. Je peux même dire qu'il pouvait avoir... Un peu comme au Brésil avec des milliards. 2 milliards, s'il vous plaît. Donc, mais ici, vous êtes à combien? Les gens n'ont pas encore compris même le concept du terme déboisement. Mais écoutez, parce que le temps, je vois vous regarder sur vos montres, la taxe de déboisement, nous la partageons avec le Trésor public en passant par, si vous voulez, la DGRAD, qui, n'est-ce pas, récolte de l'argent. Nous tenons des notes de débit et ils ont des notes de perception. Et donc, cet argent est partagé 50%, 50%. Cela veut dire que le FFN contribue efficacement
à la mobilisation de recettes que nous donnons au trésor public. Donc, à ce jour, et depuis que je suis là, au trésor public, il existe de l'argent en millions que le Fonds forestier donne directement lorsque nous avons ces taxes. Et nous respectons cela. Nous avons également... Deuxièmement, avant de parler deuxièmement, enfin, parce que vous dites deuxièmement, je vais respecter. Deuxièmement, nous avons la taxe de reboisement qui s'occupe de l'exportation de bois. Mais vous allez constater quand même que depuis un temps, la tutelle a interdit les exportations de bois, des grumes. Mais malheureusement, sur terrain, les choses... Mais est-ce que c'est ce qui s'est fait? Oui, c'est parce ce qu'on que remarque sur terrain, apparemment. Il Cette y a toujours exportation... exportation. Ça ces continue opérations d'ailleurs aussi continuent, à hein. grande échelle. Mais Pourquoi? Qu'est-ce qui je ne justifie peux ça? pas le nier, mais justement, j'étais en Ituri où j'ai vu des camions et des camions et des camions, je dis bien des camions avec des grumes qui allaient en Ouganda. Ce n'est pas un secret. Alors, je ne peux pas comprendre cela. Il y a une différence entre la décision qui est prise et, n'est-ce pas, l'accompagnement sur terrain. Tenez, par exemple, qu'en Ituri, à la frontière avec, n'est-ce pas, la RDC, vous avez 300 pistes par lesquelles les camions passent avec des grumes, avec les bois d'œuvre, tenez, les chevrons, les madriers et le traitement de bois. Tout ça, ça passe vers l'Ouganda. C'est pas un secret. Et de là, ça se dirige vers d'autres pays que vous connaissez, que je ne peux pas citer ici parce que je suis pas venu ici en politique. Et de là, ça va en Chine, au Japon, aux États-Unis. Et ça, c'est catastrophique. Mais ça ne paye même pas de taxes. Ça ne paye pas de taxes auprès du FFN. C'est ce qui est très grave. J'ai dit bien que j'étais en Ituri avec beaucoup de risques. Je vous dis qu'ils ne payent pas de taxes. Prenons par exemple, nous avons trouvé plus de 125 stations en Ituri. On était à Bunia, on était à Bunia, Ituri. Oui, donc Bunia. là, il y a plus de 124 miniers qui n'ont jamais payé de taxes. Et ça, c'est catastrophique. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, si chaque province pouvait payer, disons, les entreprises minières, pétrolières, pouvaient payer leurs taxes, sans exagérer, on serait à 500 millions. Elle s'élève à combien, par exemple, pour un arbre qui tombe? C'est évalué comme ça ou bien c'est par hectare ou... Non, là, il y a des éléments de cubage. Les gens qui travaillent au CC est là pour ça, nous accompagner, Fonds forestier, la coordination de l'environnement est là. Ça, c'est la frontière. Donc, je ne peux pas entrer dans les matières environnementales qui ne concernent pas les fonds forestiers. Je suis très strict. Parlons un peu de ça. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de taxes qui ne sont pas payés, même en termes d'exportation. Et même si je regarde ici, vous allez voir, regardez par exemple, si vous me permettez, ici j'ai... Le micro, s'il vous plaît. Ici j'ai, si vous voulez, j'ai le tableau synthèse des ressources FFN par mois et par acte générateur. Mais ici, nous avons déjà parlé de 9 mois parce que nous présentons jusqu'à 12 mois, mais là, nous sommes à 12 mois. À 9 mois. Mais regardez, par exemple, s'il vous plaît, hein. La taxe de reboisement. Ici, quand je regarde ma taxe de reboisement, vous voyez, c'est catastrophique parce que nous avons à peine pas plus de 13 à 40 000 dollars sur les 9 mois, s'il vous plaît. Sur 9 mois. Alors que nous travaillons avec la DGDA, qui est, je ne voulais pas dire notre commissionnaire, mais qui nous aide à avoir cet argent. Et si donc dans les 9 mois, on ne peut pas avoir plus de 30 000 ou 40 000 dollars, il faut que il faut se poser la question. Il faut se poser la question, il faut une révisitation. Nous devons travailler avec la DGRAD, même si nous avons le système Sidonia, nous devons tatillonner et voir pourquoi l'argent n'entre pas, parce que moi, j'ai vu beaucoup d'exportations. Et nous avons la troisième taxe. Oui, la troisième, mais avant d'y arriver, s'il vous plaît, monsieur le directeur général, avant d'y arriver, je voulais quand même revenir sur les exportations qui se font, mais alors que c'est interdit. Alors, je me demande qui est responsable de la situation que nous vivons actuellement, parce que vous étiez là-bas, vous avez vu vous-même ce qui s'est fait, vous avez déploré, mais qui est responsable? Qui n'exécute pas les décisions prises? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je vous dis, je suis directeur général du Fonds forestier national. Si toutes les entreprises minières, pétrolières, tout ce qui est cimenterie, payaient normalement leurs taxes, nous pouvons atteindre 500 millions à 1 milliard. Ça, je l'ai dit à haute voix et je persiste. Je dis que je voyage beaucoup. Je vois, je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Qui sont responsables? Un, c'est pas le FFN. Ça, c'est très clair. Le FFN n'est pas responsable. Mais comment ils sortent? Ils sont dans les provinces.
Il y a des gouverneurs que je Mais vous respecte. menez quand même des plaidoyers pour que la situation Mais soit... nous le faisons tous les jours, mais ce qu'il faut, c'est justement, par rapport au FFN, je crois honnêtement qu'il faut une nouvelle mise en place, parce qu'il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, parce que nous avons trouvé le FFN comme une entreprise, j'aime bien le dire, ça dérange des familles où vous avez, je vous ai dit au départ que chaque ministre, n'est-ce pas, est nommé un chargé de mission. Donc quand nous sommes arrivés, on a trouvé vraiment des familles, des groupements, des groupuscules, des gens qui n'ont pas la qualification. Je peux vous dire que 20% de services n'est pas qualifié, mais je ne peux pas enlever ces gens. Mais ces mises en place ne peuvent pas être faites parce qu'il y a une mesure que vous devez respecter, interdisant le mouvement du personnel. C'est très malheureux parce que s'il y a une mesure interdisant, elle peut aller à 6 mois, 1 an. Après l'audit, on lève la mesure, mais nous tendons vers la 4e année et cela fait que les détournements continuent en province. Donc ça affecte le travail. Mais ça affecte à 1000% parce que non seulement il y a des gens qui ne sont pas qualifiés, que nous avons trouvés, et le fonds forestier n'est pas dans chaque province. Savez-vous qu'il y a les antennes, les postes, les sous-postes. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les temporaires, les gens qui n'ont pas de contrat, mais qui perçoivent l'argent. Est-ce qu'on peut nous laisser travailler correctement pour faire une nouvelle mise en place, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et pour réorganiser pour un bon rendement. Et troisième taxe. Oui, troisième taxe, c'est la taxe d'abattage que nous partageons avec les provinces. Et dans cette taxe d'abattage, il y a 2 types de taxes d'abattage. L'abattage A, qui veut dire, si vous voulez, la taxe de main-d'œuvre, le bois de main-d'œuvre, si vous voulez, le bois d'œuvre. Le bois d'œuvre, j'allais dire, donc les planchers, les planches, les madriers, tout ce bois qui permettent, n'est-ce pas, la construction et tout ça. Ça, c'est la première partie de l'abattage A. Mais l'abattage 2 parle justement de ce qu'on appelle le bois de feu, les conis avec lesquels les mamans travaillent pour faire pas les braises, j'arrive, bois de, je dis, bois de chauffe. Bois de feu, c'est-à-dire, évidemment, bois de feu pour les macala, les mamans qui travaillent dans les boulangeries, les cognes, si vous voulez. Mais il y a ce que tu voulais dire, c'est le bois de carbonisation qu'on appelle le macala, que vous voyez partout. Les gens me posent des questions, mais on voit plusieurs camions de macala à travers le monde. Où va l'argent? Où va l'argent? Là, c'est une question très délicate que moi, je peux pas répondre. Où va l'argent? C'est-à-dire, je vous ai dit qu'il faut une mise en place pour que nous puissions avoir des gens dans plusieurs postes pour contrôler cela. Mais lorsqu'il n'y a pas la mise en place, lorsqu'il y a interdiction du mouvement du personnel, à tort ou à raison, eh ben, les gens vont continuer à détourner avec ces marques-là, et donc le fonds forestier n'est pas responsable de cela. Voilà. 4e taxe. La 4e taxe, c'est la taxe de crédit carbone. Donc, quand vous lisez le décret, vous voyez très bien que les 10% de crédit carbone après le partage doit revenir également au Fonds forestier national. Et donc, en 2022, nous l'avons eu, mais en 2024 ici, nous n'avons jamais eu, en tout cas pas un seul dollar. Je sais qu'il existe 1 550 000 dollars qui doit revenir à la quotité FFN et nous attendons cet argent jusqu'aujourd'hui et nous allons nous battre pour que cet argent, avec ou sans moi, puisse revenir au Fonds forestier national. Oui, puisque nous parlons crédit carbone, vous parlez, nous allons revenir à cette problématique de financement ou d'argent qui revient, de la quotité qui revient au FFN. Mais comment vous observez ça, justement? Parce que le crédit carbone, c'est quand même une matière aujourd'hui sur laquelle on insiste énormément puisque ça fait revenir de l'argent par rapport à la problématique du changement climatique. Je ne peux parler que de nos 10% et de la quotité qui nous revient. Je ne peux pas entrer en détail pour expliquer ce qu'est le crédit carbone, l'argent va à l'environnement, ou ça va à la FONARED, ou ça va où. Non. Moi, je peux vous parler de 10% que nous n'avons pas encore eu. Et pourquoi vous ne l'avez pas encore eu? Mais vous voulez que je vous dise quoi? Nous n'avons pas eu. L'argent doit revenir au Fonds forestier. Nous nous battons avec Madame la ministre d'État qui connaît la situation très bien pour que justement, il a même écrit une lettre, n'est-ce pas, à son collègue ministre des Finances pour voir dans quelle mesure nous devons rentrer dans nos droits. C'est un droit. Mais elle était pointée du doigt par rapport au détournement décrié par les agents et tout. On parlait des millions.
de dollars. J'étais conseiller pendant 3 ans au cabinet de ministre de l'Environnement. Je connais tout ce qui se passe en environnement. J'ai 24 ans d'expérience, mais aujourd'hui, je ne travaille pas au cabinet ni au secrétariat général de l'environnement. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe là-bas. Je vous parle du FFN que je représente ici et je vous dis que 10% de crédit carbone, si c'est 1 milliard que nous aurons, nous devons avoir 10%. Si c'est 1 trilliard, nous devons avoir notre argent on parle pour quand même de contribuer justement. On parle de détournement, 18 millions de dollars, 5 millions de dollars à Chopo par exemple, 9 millions à Kipoy quand même. Oui. Alors on a quitté le ministère de l'Environnement. Oui, mais là c'est par rapport au FFN, puisque vos agents la question, c'est laquelle? La question, c'est de savoir à votre niveau. On parle des détournements au niveau du FFN. On parle de 5 millions de dollars dans le Katanga avec l'entreprise Kipoy. À Chopo, 9 millions à Kipoy au Katanga. Voilà. Et 5 millions dans la Chopo. Donc, dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe? Je crois que vous regardez, vous suivez mon regard, madame. Vous connaissez un Chinois ici en RDC qui peut prendre 9 millions de dollars et dire, madame Myriam, ça c'est votre argent, votre commission. Si vous en connaissez, nous les cherchons tous. Il n'existe à ce jour aucune preuve de ce genre de diffamation et c'est tout simplement remarquable. Lorsque vous regardez bien, le président insiste, j'allais dire le président de la République insiste beaucoup sur la justice et sur la magistrature que je ne peux pas juger ici. Je sais que nous avons la Cour des comptes depuis 4 mois, la mission qui était de 30 jours, et de 4 mois, je comprends que c'est pour bien travailler, tatillonner et regarder. Madame, vous parlez, je crois, de l'entreprise Kipoy dans le Grand Katanga. Oui. Et je crois que nous avons la mission, la DGDI, la DGDA, l'OCC, le Fonds forestier, nous avons la mission de traquer les entreprises qui ne veulent pas payer, qui ferment leurs bureaux, que dis-je, leurs barrières pour que nous ne puissions pas voir le déboisement qu'ils font. Donc, j'avais demandé à monsieur Moïse, qui m'entend maintenant, qui est coordonnateur du Grand Katanga FFN, de traquer cette entreprise-là et de leur faire une sorte de taxation d'office de 9 millions de dollars. Je l'assume. Aussitôt fait, 48 heures après, les avocats de cette entreprise sont revenus vite au Fonds forestier pour la première fois pour dire, nous ne pouvons pas vous payer 9 millions. Venez alors, regardez ce que nous avons déboisé. Donc, nous avons réussi notre mission. Nous sommes allés, nous, c'est nos agents, et on a trouvé que ce n'était jamais ce montant-là. On a regardé ensemble, avec tous les équipements, l'endroit qui était déboisé. Et donc, à ce jour, le Fonds forestier national, l'entreprise Kipoy, et même la DGRAD, qui prend également l'argent, ont vu combien il fallait payer. Cet argent était bel et bien payé. Donc, il n'y a à ce jour aucun seul dollar que le directeur général a pris. Ma main sur le cœur et sur la Bible. Je ne connais pas de quoi il s'agit. Mais c'est parti de quoi alors Mais c'est parti du fait que l'entreprise Kipoy a refusé, n'est-ce pas, de payer en fermant les barrières. Si aujourd'hui vous êtes une entreprise, madame, nous venons avec une feuille pour contrôler, vous refusez, on fera la même chose. On va vous dire, vous devez payer 80 millions. Et cela va vous déranger. Si vous avez des juristes, eh ben, c'est ce qui s'est passé. Et l'argent passe par où? Parce que pour voyager, il faut 10 000 dollars. Est-ce que vous avez la traçabilité à la banque qui montre l'argent qui est entré? Ça n'existe pas. Également dans la Chopo, si vous voulez. On parle de 5 millions 700. Avec j'allais être riche, vous savez. Vous savez qu'avant ça, j'ai travaillé beaucoup aux États-Unis et partout ailleurs avec mes propres moyens. Nous sommes venus accompagner la mission du chef de l'État. À Chopo, il s'agit d'une entreprise qu'on appelle CIPEC. Et donc cette entreprise avait ou a 4000 hectares. C'est dans la Chopo. Nous avons demandé à madame la ministre d'État plusieurs fois de voyager. Nous n'avons pas encore eu la permission. Je voudrais vraiment aller à Chopo, dans cette entreprise, pour voir ce qui se passe. Je supplie madame la ministre d'État de me laisser aller avec son équipe à elle et la mienne pour finalement que la vérité soit connue. Pas éclate, soit connue. Tenez que sur les 4000 hectares qu'on avait chargés par notre agent, n'est-ce pas, du Fonds forestier de la Chopo, on ne peut pas charger quelqu'un les 4000 hectares qu'il possède. On charge sur le déboisement. Lorsque vous avez 4000 hectares, nous regardons qu'est-ce que vous avez déboisé. J'allais dire combien d'hectares vous avez déboisé. Et lorsqu'il y a eu contrôle, ils ont déboisé 300 hectares sur les 4000 hectares, madame. Et encore,
depuis quelques années, le prix sur, n'est-ce pas, l'agroforesterie n'était plus de $1 200 par hectare, était devenu à $300. Et ça, c'était avant mon arrivée. Donc, je ne pouvais pas changer de prix. Je trouvais 300 au lieu de 1200 légalement. Donc, quand vous prenez c'est un rabais quand même assez considérable. Ça se discute avec le gouvernement, avec la communauté locale, avec le gouverneur, avec les services d'environnement. J'ai trouvé ça comme ça parce que les mamans qui plantent leur maïs n'ont pas 1200, madame, pour payer. Hein. Ça, c'est un problème de la réglementation. Et donc, nous avons trouvé qu'ils avaient déboisé 300 hectares. Et quand vous prenez 300 hectares, fois $300, vous avez $90 000, madame. Et c'est le montant qui a été réel, vérifié, contrôlé par la DGRAD, par plusieurs services, par le FFN. Et donc, le montant a été payé. D'où vient donc les 5 millions? Les 5 millions. Lorsqu'on veut tuer quelqu'un, c'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie, c'est de la mauvaise foi. Ces 5 millions n'existent pas, madame. Auditeurs, auditrices de Top Congo FM, nous tendons vers la fin de cette émission. Déjà. Je rappelle que nous avons dans ce studio Dr Honoré Moulumba Kalala, il est directeur général du FFN, il est expert en environnement, assainissement, docteur en médecine naturelle et alternative et cancérologie alternative, spécialiste en technique d'enquête sociale, architecte d'intérieur et pasteur. Alors là, je suis tombée sur ce magazine. Hein. Je ne sais pas, Patrick, si Patrick, tu peux nous aider à faire... parce que ma question, c'est en rapport avec ce magazine. Alors, la question, monsieur le directeur général, on parle de FFN, la poursuite de bonnes œuvres, Honoré Moulumba se relance toujours dans la vision du chef de l'État. Expliquez-nous un peu. Vous vous relancez comment? Nous nous relançons d'abord parce que nous avons trouvé une catastrophe dans la gestion au niveau du FFN à notre arrivée. Souvenez-vous qu'il y avait des chargés, des missions. Et nous avons trouvé $99 000. Je suis sérieux. J'ai dit 99, je n'ai pas dit 900 000. Et quand vous trouvez $99 000, la tête fait mal. Près de $10 000. 99 000, près de 100 000. Près de $100 000. Et quand vous arrivez comme ça, vous ne savez pas comment prendre la lune avec les dents, vous êtes dépassé, mais vous devez régler les problèmes, vous devez défier cette situation parce que vous êtes venu accompagner la mission, j'allais dire la vision du chef de l'État. De 99, nous sommes allés à un certain montant que je ne vais pas citer ici parce que depuis que j'avais parlé de $32 millions il y a 7 mois, j'ai déjà 15 contrôles. Alors, ça c'est très bien ça. Mais nous sommes déjà à plus de ça. Hein. Nous sommes déjà à plus de ça. Et donc, pour regarder comment relancer, nous payons d'abord tous nos agents. Le salaire, c'est chaque mois. Et il y a 2 jours, nous avons augmenté le taux. Nous sommes passés de 22,5 à 26. Donc, le salaire a augmenté. Et avec un système de rétroactif. Donc, c'est la joie maintenant au Fonds forestier. Tout le monde, agents, femmes, enfants, aux cinquantenaires, malgré ce qui se passe maintenant, ils sont soignés régulièrement. Ils ont des primes. Ils ont tout ce qu'il faut pour qu'un travailleur soit content. Fini les revendications. Il n'y a plus de revendications, madame, mais il faut passer au Fonds forestier aujourd'hui. Non, parce qu'on avait suivi des gens manifester. Hein, en tout cas, pas chez nous. Pas chez nous. Là, vous parlez c'était à l'environnement, on brûlait de feu. Hein. Chez nous, on n'a jamais brûlé un pneu et il n'y a pas de problème. Je vous dis que tout le monde est calme. Vous pouvez passer lundi pour demander. Et donc, voilà, pour terminer, peut-être, vous ne m'avez pas demandé qu'est-ce qu'il faut faire dans les 10 provinces où nous ne sommes pas, et voilà. Oui, on allait y arriver à cette question-là. Nous avons travaillé avec mon collègue directeur général et même la directrice générale adjointe, Madame Christine de la DGDA, pour que désormais, j'ai même tenu une réunion mixte au Fonds forestier avec la DGRAD. Qu'est-ce que j'ai dit à la DGRAD? Pour que désormais nous puissions faire des missions ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où la DGRAD passe et fait ce qu'on appelle les taxations d'office. 1 milliard, 2 milliards, 200 000 sans le Fonds forestier. Désormais, il n'en sera plus question. Donc, nous allons travailler ensemble, descendre ensemble, même dans les provinces où le FFN n'existe pas. Parce que, souvenez-vous qu'il y a le mouvement du personnel qui n'est pas encore autorisé, mais nous irons même là où le Fonds forestier n'est pas avec la DGRAD. Et ça, c'est quand même une stratégie qui va renforcer la mobilisation de recettes. Je veux pas quitter... Est-ce qu'avec ça, on peut espérer que vous puissiez aussi atteindre un jour les 1 milliard comme c'est le cas
au Brésil avec leur Pourquoi banque. 1 milliard, même 10 milliards, si Même nous avons 10 l'argent? milliards. Alors, je vous vois en train de terminer là. Regardez par exemple cette année, par rapport à la taxe de reboisement, nous sommes jusqu'au mois de septembre à 135,26% de nos assignations, s'il vous plaît. Et par rapport à la taxe de déboisement, nous sommes à 118,98%. Par rapport à la taxe de crédit carbone, $0. J'en ai parlé ici, on n'a pas encore un seul dollar. Par rapport à la taxe d'abattage, 52%. Donc, nous respectons quand même la demande du Parlement. Bientôt, nous serons invités, si Dieu veut, justement, pour leur montrer les performances. Et donc, vous comprenez que on n'est pas dans toutes les 26 provinces. Les mouvements sont suspendus du personnel. Nous travaillons. Les gens nous demandent, mais qu'est-ce que vous faites? Tous les secrets, vous ne l'aurez pas ici. Nous allons fournir un effort pour travailler, pour que le fonds forestier aille toujours de l'avant. Pour ceux qui pensent que le fonds forestier sera dissous, je crois qu'ils rêvent encore. Le fonds forestier va continuer. Voilà tout. Nous vous souhaitons juste bonne chance et bonne continuation. Nous pensons que ça va aller pour le fonds forestier et de contribuer davantage au trésor public. C'est très important parce que la population en a besoin pour améliorer ses conditions de vie de tous les jours. Alors, chers auditeurs de la radio Top Congo FM et téléspectateurs, vous qui nous suivez sur YouTube, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Juste un petit rappel, Narolobango Mwamukusi na Lingala, Toyambaki, directeur général ya Fonds forestier national, Toningaki Toyeba Esalaka Nini, Misala Nini, Toyeba Pemo Masolo, ce qui oba détourna qui toba sala ki boy, apesi ba explication nyonso, ebisi biso que na Fonds forestier, Musala na bango pende zakami ko financer ba opération ya reboisement, aménagement forestier, et puis ko contrôler, et puis ko sala suivi ya ba financement ba sala ki, a ebisi biso misolo na bango bazwaka ngo po bazana ba taxe mine, nde bazwaka misolo na bango. Il y a la taxe sur les déboisements, taxe de reboisement et puis taxe d'abattage. Et enfin, taxe crédit carbone. On a entendu un bon côté. On a entendu un bon côté. Voilà, bon, on a crédit carbone, on a le bino bazum bon côté. Topesi, merci d'inviter Nabisio. Docteur Honoré Moulumba Kalala, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Iragi. On se voit la semaine prochaine. Et je juste préciser que inviter Nabisio Azam Muto Atangi Mingi, pas Tamboli Mingi na Bamboke Belé. Payer belé, hein. Bamboke Belé, moyen kuta kotanga ngoli. Brésil, avant de mingi na États-Unis, plus de 15 ans. Na masolo na biso ne bandela lobaki ete ke na mboka na biso au Congo aza mutu liboso aza na spécialisation il y a 2 ans na nutrition et cancer à na nini azaki na université Arizona. Donc ayebi moi mingi c'est vele ki mulai, c'est ce que j'ai dit au début, moi to tanga nyoso ezala kité. Alors si vous nous avez suivis, vous nous avez capté sur YouTube chez vous, c'est grâce à Patrick Mongongo, et pour le son, c'est Jacques Nzinga qui a assuré, et tout s'est fait sous la réalisation et la bonne coordination de Miguel Menamingidi. Merci à tous et on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. C'est gentil. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.